Bonjour Hervé, bonjour à tous nos amis, les amis de cette petite chaîne. Donc aujourd'hui, numéro 75, ça fait pas mal quand même, hein. Ça fait pas Oui, mal. 75, ça dit surtout que cette guerre se prolonge. Je crois que ça, oui. personne n'aurait imaginé ça Et en février 35e 2022. vidéo pour ce qui concerne notre collaboration. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors là, j'en profite pour rappeler à nos auditeurs. Ceux qui veulent le PDF, il y en a pas mal, hein. Je fais ça rapidement après la publication sur YouTube. Donc, ceux qui veulent regarder la vidéo avec le PDF, bah, ils peuvent. Voilà, n'hésitez pas, faites-le. C'est pas très compliqué de faire la liste et de la faire fonctionner. Donc, tout va bien. Alors, semaine où il se passe quand même pas mal de choses, un peu dans la coulisse d'ailleurs. Mais semaine qui est aussi marquée par l'événement qui est l'interview de Carlson, l'interview, non, faite par Carlson de Vladimir Poutine, qui est assez intéressante. Alors, j'ai fait une petite vidéo avec Jean-Robert Ravio pour son bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle Le logiciel impérial russe. C'est très intéressant parce que c'est un peu différent de ce que fait notre ami Emmanuel Todd, mais lui, il parle de l'histoire et il montre les constantes dans les différents systèmes qu'ils ont connus. Et j'ai appris quelque chose, c'est que la vulnérabilité que ressentent les dirigeants russes, c'est la vulnérabilité de leur État. C'est pas la vulnérabilité des frontières. La vulnérabilité des frontières n'est qu'un des éléments qui permettent de mettre en cause l'État. Ils ont un pays qui est compliqué à maîtriser pour un État, hein, et dans l'histoire, le régime tsariste, les bolcheviks et aujourd'hui Vladimir Poutine, ils ont l'impression qu'ils sont en risque existentiel parce qu'ils auraient un État vulnérable et fragile. Et c'est effectivement très intéressant. Moi, j'avais plutôt une vision qui était une vision compte tenu de ce qu'ils ont subi aussi, hein, parce que en 1917, il y a 16 pays qui les attaquent, et puis surtout, il y a la tragédie de la Grande Guerre patriotique. Eh bien, en fait, aujourd'hui encore, et ce qui explique le comportement, d'après Jean-Robert Ravio, le comportement de la Russie, c'est ce sentiment de vulnérabilité. On est fragile, donc on a horreur qu'on nous cherche des noises. Voilà. Bon, donc mon cher Hervé, je te passe la parole. Donc, eh bien, comme d'habitude, trois parties. La première, le conflit en Palestine. La deuxième, le conflit en Ukraine. Et on terminera par une partie qui est assez longue quand même, vu les événements de cette semaine, sur euh, les, l'information et la désinformation. Est-ce Alors, qu'on peut commencer? autorise-moi, Hervé, Vas-y. autorise-moi à dire et à répéter. euh, Abonnez-vous au compte Twitter d'Hervé Carès parce que il explique, il fait, je l'ai déjà dit et je me répète, la liaison entre nos vidéos hebdomadaires, mais quelquefois il s'agace, hein. Lui qui est toujours mesuré, modéré, pas comme moi qui n'hésite pas de temps en temps à vilipender certains, mais il arrive qu'il s'énerve, hein, et à Ouais. chaque fois, j'adore ça, hein. Moi, Donc, alors, en c'est pas fait, pour le pousser, hein, ouais, c'est pas non, pour mais te pousser. pour ceux qui me connaissent dans le milieu professionnel, savent que je suis un impulsif qui cherche à se soigner en développant des stratégies. Voilà, tout est dit. Bon, Bref. Bon, donc on va commencer par le conflit donc en Palestine et puis évidemment l'environnement géopolitique qui l'entoure. Alors vous savez que depuis plusieurs mois maintenant, les Houthis pratiquent des attaques sur les bâtiments de commerce qui naviguent en mer Rouge. Et bien malgré les frappes de la coalition américaine et anglaise sur leurs installations, eh bien ces frappes et ces attaques continuent, hein, puisque deux bateaux ont été touchés par des frappes outils cette semaine. Donc on voit très bien que cette velléité des outils de peser sur le conflit en Palestine et notamment gêner l'activité économique de l'État d'Israël perdure et pourrait commencer à apporter ses fruits.
Ensuite, concernant le positionnement de notre pauvre pays à l'international, eh bien, malheureusement, après être, on va de mal en pis, hein, dans la mesure où Madame Colonna a été remplacée par Monsieur Séjourné, et Monsieur Séjourné en est réduit à faire le petit télégraphiste et le postier entre Israël et le Liban. Donc, vraiment une écoute et un poids du pays actuellement, de notre pays, qui est en train vraiment de dégringoler, tout simplement. Nous ne sommes plus écoutés et nous n'avons plus aucun poids, aussi bien dans les affaires internationales au Moyen-Orient, mais et surtout, malheureusement, sur le conflit qui a lieu en Ukraine et qui touche directement les intérêts européens. Alors maintenant, il y a des prises de position qui sont intéressantes en France, et notamment celle d'Alain Finkielkraut, qui ne se reconnaît pas du tout dans le gouvernement israélien actuel, qui considère que cette forme de sionisme ne lui correspond pas, et que d'une certaine matière, il se positionne comme les héritiers des assassins. De Rabin et donc tous ces gens qui ont tout mis en place pour éviter que les accords d'Oslo permettent d'aboutir à deux États tels qu'ils étaient décrits dans ces fameux accords. Si Alors tu veux moi, me dire, ouais, je vas-y. suis très réservé, mon cher, concernant Finkielkraut. Bon, moi, je connais un petit peu tout cet environnement que j'ai connu quand j'ai collaboré à Causeur. J'ai aucun problème avec ça. J'assume très bien ce que j'y ai fait. Mais bon, là, ils ont pris un virage très fort, très sioniste. Bon, c'est leur droit. En ce qui concerne Alain Finkielkraut, là, il commence à changer, à infléchir un peu son discours. Je rappelle quand même qu'il a dit que la guerre lancée par Netanyahou, y compris dans sa phase où elle était la plus meurtrière, hein, quand on lit l'article de Gideon Lévy, bouleversant cet article que j'ai relayé, qui parle des 10 000 enfants morts, il disait cette guerre est l'intérêt d'Israël et l'intérêt des Palestiniens. Bon, il a dû se faire remonter les bretelles, je suppose, parce que c'était intolérable. Et puis surtout, il y a cette vision qui est Israël dépend de la protection américaine. Ça, je sais, on en a discuté avec toute cette équipe. Donc, c'est important que Israël conserve cette protection. Et là, je pense que c'est un message dans cette direction. On peut pas être d'accord avec ça. Il faut montrer que la ligne qui est défendue par Netanyahou n'est pas la bonne, et comme ça, continuer à bénéficier du soutien américain. Je pense qu'Israël va continuer à en bénéficier. Alors maintenant, il y a également un positionnement de l'Union européenne et notamment de M. Borrell qui n'a plus rien à voir avec les annonces et les positionnements de Mme van der Leyen au début du conflit sur Gaza, avec ce soutien inconditionnel. Donc il y a une vraie inquiétude qui est exprimée au travers de l'intervention de M. Borrell sur la pérennité de l'organisation euh, qui dépend de l'ONU et qui a même de soutenir et secourir les réfugiés palestiniens qui se trouvent sur la bande de Gaza et donc la population palestinienne. Oui, c'est assez étonnant cette divergence. Borrell a pris des positions sur le conflit en Ukraine, on les connaît. Il a dit un peu n'importe quoi. C'est lui l'auteur de la célèbre formule l'Europe est un jardin, le reste du monde est la jungle. Bon, donc ça a beaucoup plu. Jacques Beau était consterné par ça. Bon, non, là, il a des positions qui sont plus intéressantes. En ce qui concerne l'UNRWA, je signale que mon ami Benoît Payan, qui est le maire de Marseille, alors le maire de Marseille aujourd'hui n'a plus, du fait de l'existence d'une métropole, n'a plus beaucoup de pouvoir, mais il n'empêche qu'il a décidé de verser une subvention à l'UNRWA. Je trouve que c'est un geste assez courageux, symboliquement intéressant. Alors, concernant les tractations qui ont lieu autour de ce conflit, donc les négociations continuent
via le Qatar et hébergé notamment par l'Égypte, même si il me semble que des premières négociations avaient été hébergées il y a 2 semaines sur Paris, avaient eu lieu sur Paris. Donc le sujet, c'est une trêve avec la libération de l'intégralité des otages qui sont encore détenus. Donc environ 130 de mémoire et puis une cinquantaine d'otages qui auraient décédé. Hein, donc suivre ces négociations quand même avec une grande prudence, surtout lorsqu'on s'intéresse aux dernières déclaration du Premier ministre Netanyahou qui serait plutôt en train de pousser pour un accroissement de l'intensité des opérations militaires après Khan Younes, notamment sur Rafah. Et là, on va arriver à un point dramatique pour ce qui concerne le 1,5 million de Gazaouis qui se trouvent coincés maintenant entre la frontière égyptienne et Khan Younes. Alors, comme je l'ai dit, hein, la vraie difficulté actuellement pour Israël dans ce conflit, c'est que plus ça dure, plus ça risque de les impacter. Et on voit très bien que le Hamas et les groupes palestiniens affiliés continuent d'une certaine manière leur combat, et notamment avec des actions de harcèlement maintenant sur les arrières des troupes israéliennes, et notamment sur la ville de Gaza, qui a été de manière très, très étonnante, abandonnée par les troupes israéliennes. Donc, il y a ce retour du Hamas dans la ville de Gaza. Et surtout, il y a les premiers effets quand même sur la situation économique en Israël. Je rappelle qu'il y a plus de 300 000 réservistes qui ont été mobilisés, donc ça pèse forcément sur l'activité économique de l'État d'Israël. Et bien sûr, une baisse, hein, une dégradation de la note du crédit d'Israël qui a été décidée par l'agence Moody's. Donc ce n'est pas forcément un bon signe pour l'économie israélienne. Alors j'en reviens maintenant aux dernières déclarations de M. Netanyahou. L'assaut sur Rafah sera problématique en cas de débordement sur l'Égypte. Analyse Frédéric Ansel. Le fait est, il y a une vraie possibilité de la fin des accords de Camp David qui ont été signés par l'Égypte, Israël et bien sûr les États-Unis, si jamais la frontière égyptienne cède face à la pression des réfugiés palestiniens qui chercheront à fuir les frappes israéliennes sur Rafah, mais également les combats qui avanceraient sur Rafah. Alors, très rapidement, je pense sur les centres de gravité qui n'ont pas bougé depuis la semaine dernière, centres de gravité israéliens et puis des forces palestiniennes. Concernant les objectifs, les états finaux recherchés par chaque belligérant, on voit que, quoi qu'on en dise, et malgré les difficultés militaires rencontrées par les groupes palestiniens, leurs objectifs sont plutôt en train d'être atteints. Et en tous les cas, plus le conflit dure, plus cela fait l'affaire des groupes palestiniens. Bon, très rapidement, je passe sur cette carte puisqu'il n'y a pas eu de grands changements sur l'engagement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir le niveau de destruction des infrastructures sur la bande de Gaza. Et l'on voit que par rapport à ce qui se passait au début du conflit, lorsque les frappes ont commencé, on voit que proche de la frontière égyptienne, les frappes commencent à s'intensifier. Je vais simplement dire que sur cette carte, que de facto, les forces palestiniennes, et notamment le Hamas, sont en train de se réimplanter sur la ville de Gaza, donc au nord de la bande de Gaza, ont commencé d'abord à resolder les fonctionnaires palestiniens, la police de la ville, ce qui est quand même assez étonnant, hein, et surtout pratique des actions de harcèlement vis-à-vis des troupes israéliennes. Donc on en revient à cette difficulté qu'on avait évoquée dès le début avec Régis. C'était certes une avancée des forces israéliennes sous forme de balais qui allaient balayer la bande de Gaza jusqu'à la frontière égyptienne, mais avec cette difficulté de contrôler le terrain à l'arrière de cette force. Donc toujours cette problématique de la population palestinienne qui va devenir de plus en plus prégnante avec l'arrivée des combats sur la ville de Rafah. Alors, il est clair que le Hamas, comme je viens de le dire, est en train de reprendre le contrôle administratif du nord de Gaza. Donc, si vous voulez, sur le plan... Alors, certains arrivent à parler d'échec de l'opération israélienne, on n'est pas encore là, hein, dans la mesure où un des objectifs
l'opération israélienne était de faire baisser le niveau de frappe par les roquettes des groupes armés israéliens sur le territoire israélien, notamment sur les villes à proximité de la bande de Gaza. On est passé des frappes originelles au mois d'octobre d'environ 6000 roquettes par mois. Actuellement, on est à quelques centaines sur le mois de janvier et sur le mois de février, il n'y a quasiment pas eu de frappe de roquettes. Donc ça, c'est un résultat qui est effectif. Après, la vraie difficulté pour les forces israéliennes, ça va être la neutralisation des forces militaires du Hamas, alors que ces forces militaires, comme on l'avait très bien expliqué dès le début de l'opération, repassent en clandestinité, parce que là, une grosse partie de la population de la ville de Gaza se retrouve bien sûr à proximité de la frontière égyptienne, mais il reste encore de la population sur la ville de Gaza. Et c'est le foyer qui va permettre au Hamas de ressortir de sa clandestinité pour conduire de manière ponctuelle des actions contre les forces israéliennes. Alors, très intéressant, bien sûr, cette carte, et on voit très bien au travers des marques en orange, des marquages en orange sur la carte, que les forces israéliennes, de manière très, très étonnante, ont complètement abandonné le nord de la bande de Gaza pour se concentrer sur le centre et actuellement autour de la ville de Khan Younes. Je passe rapidement sur cette carte. Or, voilà le bilan actuel de ces combats sur la bande de Gaza. On serait sur environ 27 000 morts civils. Les journalistes, je n'ai pas d'autres informations, on resterait sur les 110 morts, qui est quand même un nombre assez énorme pour un conflit d'un peu plus de... On doit être au 4e mois, oui, de mémoire à peu près. C'est ça, ouais. C'est ça, hein, oui. Oui, oui. Et ensuite, le Hamas, on serait environ toujours 9 000 morts. Les pertes de Tzahal vont très probablement augmenter avec le durcissement des combats lorsque les forces palestiniennes vont se retrouver acculées entre Khan Younes, Rafah et la frontière égyptienne, puisqu'elles vont être contraintes de tenir le terrain. Donc, le nombre de morts israéliens devrait également augmenter de manière assez importante sur la fin des combats. Sur la fin des combats, je parle de la fin des combats, lorsqu'ils vont avancer vers Rafah. Donc, on est à 227 morts depuis le 27-10, donc le début des opérations terrestres, et 564 morts depuis le début de l'ensemble de l'opération, en comptant les frappes et notamment la première attaque sur les positions israéliennes et sur les kibbutz par le Hamas et les groupes affiliés. Tu as quelque chose à dire, Régis? Non, non, non. Alors maintenant, je suis passé très rapidement sur le conflit en Palestine parce que je ne dis pas que la situation est figée, mais il n'y a pas d'éléments qui sont disruptifs par rapport à ce qui s'est passé la semaine d'avant. Par contre, pour ce qui concerne le conflit en Ukraine, il y a des éléments qui sont quand même assez intéressants d'analyser. D'abord, il est clair qu'on assiste à un échec probant des sanctions pratiquées par les Occidentaux et surtout par l'Union européenne, hein, puisque l'Union européenne a un panel de sanctions, 18 000 sanctions, qui sont censées nuire à la Russie, mais nuisent surtout à l'Union européenne, parce que ces sanctions qui ont été taillées à la dentelle sont des sanctions qui évitent par contre de nuire à l'économie américaine, que ce soit sur l'importation des engrais venant de Russie. Je rappelle que la Russie est le leader dans la production d'engrais mondial, et bien sûr également sur l'importation de l'uranium enrichi qui est nécessaire pour faire fonctionner les centrales nucléaires américaines. Donc, un échec probant des sanctions avec un PIB russe qui a augmenté de 3,6% en 2023, donc une très très forte augmentation du PIB russe. Je dis bien du PIB, on ne parle même pas de parité de pouvoir d'achat. Des revenus en hydrocarbures qui ont chuté, bien sûr, en 2023, puisque l'Union européenne s'est détournée de son fournisseur principal en hydrocarbures, qui était la Russie. Mais je rappelle quand même que l'Union européenne continue à acheter du gaz de pétrole liquéfié par bateau arrivant de Russie, donc à des prix qui sont très très élevés, hein, 30 à 40% plus cher que le gaz qui est arrivé par les gazoducs. Et bien sûr, le gouvernement russe qui va réorienter sa production en hydrocarbures vers les pays d'Asie, et notamment la Chine et l'Inde. Donc, cette baisse de profit sur 2023 va certainement être compensée par la réorientation de la vente d'hydrocarbures vers la Chine et l'Inde en 2024. Alors, et autre élément qui consacre cet échec des sanctions, c'est les bénéfices records des banques russes en 2023. 3 milliards,
300 de roubles, et ça veut dire 35 milliards d'euros. Donc, très nettement, tous les analystes ou économistes qui avaient pronostiqué l'effondrement de l'économie russe, hein, et qui s'étaient souvent moqués d'autres analystes comme Jacques Sapir, hein, qui connaît très très bien l'économie russe, ses forces et ses faiblesses, sont vraiment. Alors, on aura peu de. Je pense qu'ils n'auront pas l'occasion de revenir sur leurs prédictions et sur le constat de l'échec de leurs prédictions, notamment Nicolas Bouzou, hein, qui s'est souvent exprimé sur cette efficacité des sanctions qui étaient pratiquées contre la Russie. Donc, c'est un échec. Il sera difficile de revenir dessus. Alors, maintenant, comment expliquer, bien sûr, ce rebond de l'économie russe? Eh bien, le complexe militaro-industriel y est pour une bonne part, mais n'oublions pas que la bonne santé de l'économie russe au travers du complexe militaro-industriel est comparable à la bonne santé de l'économie des États-Unis grâce également à son complexe militaro-industriel. C'est qu'actuellement, on est face à une guerre. Bien sûr, les Russes paient le prix du sang, mais sur le plan des économies qui profitent de cette guerre, il y a deux économies qui profitent de cette guerre, la Russie et les États-Unis. Ce qui est quand même assez paradoxal lorsque l'on réfléchit au but qui était bien sûr sous-jacent derrière cette guerre et développé par les néoconservateurs, qui était l'affaiblissement de la Russie. Alors maintenant, une situation politique en Ukraine qui également devient de plus en plus compliquée avec cette nécessité pour les forces ukrainiennes de créer, former, recruter une quatrième armée en mesure éventuellement de reprendre l'offensive en 2025. Donc c'est tout le sens de toutes les tensions qu'il y a eu au sein de l'establishment ukrainien ces derniers mois, notamment entre le président Zelensky et le chef d'état-major des armées, le général Zalouzny, et bien sûr cette crainte de la société ukrainienne, et notamment des jeunes hommes essentiellement, même si les femmes sont mobilisables, qui sont mobilisables et qui maintenant, très honnêtement, se cachent ou mettent tout en œuvre pour quitter le sol ukrainien, pour éviter la mobilisation. Alors maintenant, nous allons revenir très rapidement sur la nomination du général Syrski. Alors, le général Syrski, qui passe pour être le boucher de Bakhmout, entre guillemets, parce que on considère dans nos médias que le général Zalouzny avait prôné, c'est certainement vrai, un recul sur les hauteurs à l'ouest de Bakhmout et notamment à l'ouest du canal Seversky-Donetsk, de manière à avoir des positions défensives sous l'attrition des Russes, hein, comme malheureusement ce qui s'est passé pendant ces combats sur Bakhmout. Et on voit actuellement d'ailleurs que les Russes ont quand même des difficultés pour traverser le canal et aller au-delà, notamment sur Chasovia. En tous les cas, ne pas oublier quand même que le général Syrski, c'est d'abord un Russe au départ, qui a choisi la nationalité ukrainienne lorsque l'Ukraine est devenue indépendante en 1991, parce que son unité était stationnée en Ukraine. Donc, il connaît parfaitement le fonctionnement de l'armée russe, puisqu'il a fait son école de guerre à Moscou. Donc, ça, c'est quand même un premier élément. N'oublions pas également que la progression éclair qui avait été celle des Ukrainiens sur la région de Kharkov en 2022, octobre 2022, septembre-octobre 2022, et avant tout une des réalisations du général Syrski, puisqu'il a su profiter de cet espace lacunaire lié au sous-effectif des forces russes pour mener ces actions, et des actions qui ont quand même porté leurs fruits, même si après elles ont été arrêtées par la puissance de feu russe. Donc, un général qui semble assez décrié en Occident, avec une espèce d'icône qui avait été créée notamment par les agences de relations publiques anglo-saxonnes au travers du général Zalouzny, qui était plutôt otanien, alors que lui, il fait partie de l'ancienne école, celle qui avait cet héritage ex-soviétique. Mais restons méfiants derrière les images que l'on peut prêter au travers de toutes les mythologies qui sont créées par nos médias. Et il se pourrait que ce général soit en fait un général beaucoup plus coriace pour les forces russes que l'avait été le général Zalouzny, qui était très influencé par les pratiques otaniennes. Alors, il y a quelque chose, moi, qui continue à me surprendre, on en a déjà parlé, l'engagement de l'Ukraine qui continue à se battre, alors qu'on est quand même, et là, lui, Syrski, c'est la preuve que c'est une guerre civile, parce que il est russe, il est arrivé pour la première fois
En Ukraine, il avait 18 ans, 19 ans, enfin, c'était la fin de son adolescence. Son frère est russe et habite en Russie. Ses parents habitent toujours en Russie. Il y a des photos qui circulent, on les voit avec les rubans de Saint-Georges, c'est-à-dire qu'ils sont engagés, ils sont dans le patriotisme russe. C'est assez curieux. Lui-même, d'après ce que j'ai compris, il ne parle pas très bien l'ukrainien, il parle d'abord et avant tout russe, et il continue à se battre, et puis il arrive au plus haut niveau du commandement. Alors, sur les critiques qui lui sont faites, il y en a une que tu n'as pas rappelé, c'est que c'est le chaudron de Debaltsevo. C'est-à-dire qu'en Oui. Oui. 2015, dans la guerre du Donbass, qui avait déjà commencé, c'est ce que d'ailleurs Poutine a rappelé, il a dit, attendez, elle a commencé en 2014, la guerre. Donc, il avait commandé, paraît-il, je ne sais pas moi, si c'est vrai, mais j'ai lu ça à plusieurs endroits, c'est lui qui était à la manœuvre. Quand ses troupes ont été enfermées, ont été encerclés, il a perdu 3000 hommes, et c'est cette défaite qui a ouvert les discussions, les négociations pour Minsk, pour les accords de Minsk. Parce que, effectivement, l'Ukraine était dans une situation, une espèce d'impasse. Alors, il semblerait que cette défaite, qui a joué un rôle important, hein, vous pouvez aller voir dans la notice Wikipédia, encore qu'il faut beaucoup se méfier désormais de Wikipédia, qui est très surveillée par les agences américaines, mais c'était une défaite assez spectaculaire, et il paraît que c'est lui qui en serait le responsable. Je ne sais pas, mais je crois que tu as raison quand tu dis que ça risque d'être quelqu'un de coriace, parce que justement, il faut qu'il prouve, hein, qu'il n'est plus russe, qu'il est ukrainien. Il faut qu'il en rajoute sur le patriotisme ukrainien. Et puis après, bon, il y a les problèmes qu'on a Oui. dans toutes les Et armées. puis, très honnêtement, sans faire de psychologie de bar, d'abord, c'était des trois généraux qui étaient entre guillemets en vue, hein, que ce soit Boudanov, Zaloujny et lui, c'est lui le plus âgé, hein. Il est né en 65 de mémoire, Zaloujny est né en 73 et Boudanov est né en 86. Bon, Boudanov, c'est typiquement une progression politique, hein, de ce jeune colonel qui n'a pas de vraie capacité, il n'a pas fait d'école de guerre à piloter des actions interarmes, donc lui est interarmé, lui, son rôle, c'est les coups tordus sur les arrières russes et à l'international. Mais il est clair que c'est un homme qui a, et même sur le plan du physique, on voit que c'est un homme qui est alerte, hein, malgré son âge, hein, né en 65, qui a un physique beaucoup plus tonique, entre guillemets, que le général Jalouzny, qui avait la réputation de s'intéresser beaucoup aux jeunes filles, de, C'est vrai. et d'aimer la bonne chair, on le voit déjà dans son physique. Donc on est sur des personnages, à mon avis, qui sont totalement différents sur le plan psychologique et sur le plan de la connaissance surtout de l'adversaire et de l'ennemi qui est l'armée russe. Petite anecdote sur l'appétit de Zalouzny, j'ai une autre référence dans une autre guerre, c'était Joffre. Quand Castelnau était chef d'état-major général, avec Joffre généralissime, ça ce sont des anecdotes de famille, hein, que j'ai connues dans mon enfance, il passait son temps à bouffer, il ratait pas un repas, et il buvait une bouteille de vin rouge. Alors c'était des vins à 10 degrés, hein, c'était pas les vins d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait des vins de consommation courante. Et alors, ça, ça avait au début stupéfait Castelnau, parce que l'expression ce type-là est un ventre. Donc voilà Ouais. comment était qualifié Joffre. Mais Et puis, puisque tu parles de la guerre de 14, il était connu à l'état-major central de l'armée française qu'il ne fallait surtout pas déranger le général Joffre lorsqu'il faisait sa sieste de digestion de l'après-midi. ou, puisqu'on en est aux anecdotes pour détendre un peu l'atmosphère, ou bien que quand il avait commencé sa nuit, il ne fallait pas le réveiller non plus. Et lorsque le 21 février au soir, 1916, pardon, Castelnau s'inquiète de ce qui se passe sur Verdun, hein, il veut y aller, et il veut avoir je veux dire, une mission ouverte, c'est-à-dire il veut avoir toutes les prérogatives lui permettant d'organiser. Et donc, on finit par frapper à la porte de, de Joffre, et Joffre lui demande qu'est-ce qu'il y a. Donc Castelnau s'explique derrière la porte, et Joffre lui a fait passer sous la porte
le fameuse l'habilitation, hein, du généralissime au chef d'état-major général de l'habilitation pour prendre toutes les mesures qui s'imposaient. Alors, c'est là qu'il y a eu la défense sur la rive droite de la Meuse et tout. Et puisqu'on en est, allez, je termine les anecdotes parce qu'il y en a qui... Tu parlais du goût pour les jeunes filles de Zalouzny. Il y en a un qui rassemblait les deux. C'était Zalouzny donc, mais que toujours dans cette histoire de l'offensive allemande sur Verdun, Castelnau décide de nommer Pétain, hein, sur Ah ce oui. front, et on le cherche partout, on ne le trouve pas. Jusqu'au moment où un des membres de son état-major dit ben j'imagine où il est. Il était dans un hôtel qui était juste en face de la gare de l'Est ou du Nord, je ne sais plus laquelle des deux. Hein, et effectivement, le gars qui a été envoyé pour le chercher, comment dire, le responsable de l'hôtel ne voulait pas le laisser rentrer. Et il y a une fameuse anecdote toujours, alors là je parle de mes souvenirs d'enfance quand on me les racontait, c'est qu'il y avait devant la porte, il y avait les escarpins de la dame et il y Ouais. avait les bandes moltières de notre ami Pétain. Pétain Ouais. était au pute, tout simplement. Alors, quand je parle de jeune fille pour jalousie, c'est pas de la pédophilie, je parle de jeune femme, en fait, hein, Oui, oui, je bien sûr, non, précise, non, hein, tout à voilà. fait. Parce qu'il y a tellement qui sont prêts à interpréter parfois ce que l'on dit, hein. Alors, maintenant, quand on s'intéresse, en fait, à la stratégie ukrainienne de frappe dans la profondeur qui se fait ou à partir de drones lancés depuis le territoire ukrainien ou à partir d'éléments infiltrés également, qui sont présents sur le sol russe, puisque je rappelle qu'il y a environ 5 à 6 millions d'Ukrainiens qui sont réfugiés sur le sol russe, et ces deux sociétés étant tellement perméables l'une et l'autre en termes de morphologie des individus, en termes de langage, qu'il est très facile d'un côté comme de l'autre de s'infiltrer. Et il se trouve que au cours des semaines passées, il y a eu 4 raffineries qui ont été attaquées et partiellement endommagées. De toute façon, une raffinerie, moi j'ai déjà fait un feu de raffinerie il y a des années en Turquie. Les hydrocarbures, une fois que c'est enflammé, c'est très difficile à éteindre. En tous les cas, en tous les cas il ne faut pas oublier que les capacités de raffinerie de la Russie, c'est 40 installations de raffinerie. Donc on est vraiment sur la piqûre de moustique sur les capacités de raffinerie russes. C'est spectaculaire, parce que ça, c'est spectaculaire un feu d'hydrocarbures, mais ça ne va pas impacter les capacités russes d'exporter les hydrocarbures. Le seul moment où les capacités d'exportation des hydrocarbures russes pourraient être mises en danger, c'est si jamais les Ukrainiens, avec leur drone naval, s'attaquaient aux pétroliers qui trafiquent entre les ports russes et le détroit j'ai oublié le détroit tenu par les Turcs, j'ai oublié le nom, ça me reviendra. Dardanelles. Voilà, les Dardanelles, voilà, il y en a plusieurs d'ailleurs qui se. Donc, c'est ce détroit-là qui permet de sortir de la mer Noire vers la mer Méditerranée. Et là, ça deviendrait problématique. Mais ça serait également une attaque sur le commerce international, comme ce que font les outils actuellement en mer Rouge. Donc, c'est assez peu plausible ou probable. Alors maintenant, pour en revenir à la situation dramatique des forces ukrainiennes actuellement sur le front, qui manquent de matériel, qui manquent de munitions et qui manquent malheureusement d'hommes, hein, du fait des pertes qui ont été celles de l'offensive et maintenant qui viennent s'ajouter aux pertes maintenant des combats, que ce soit sur Kupiansk, sur Krinky ou sur Advitka. Donc le fait est, c'est que pour l'instant, il semblerait qu'il y ait une baisse de morale en fait des troupes ukrainiennes qui sont en ligne. Alors, il semblerait, parce que ça c'est un article du Point, en tout cas ce que l'on peut constater, c'est que malgré ces difficultés, les combats sont toujours féroces entre les deux belligérants. Alors, d'ailleurs, dans le cadre de l'analyse de cette guerre, j'avais déjà conseillé de suivre le blog du général Kainf, que j'ai encore lu ce matin, qui est vraiment un blog qui est factuel et qui est le plus mesuré possible, sans prise de parti, même si, bien sûr, comme nous, il a des opinions. Je conseillerais de suivre le compte de Christophe Muté, qui est un commandant qui est actuellement stagiaire à l'école de guerre. C'est un ex-chasseur alpin, donc un officier d'infanterie. C'est également un ancien sous-officier d'artillerie. Donc, il a plusieurs cultures qui lui permettent de bien analyser ce qui se passe. Et il reste toujours très, très factuel. Il cherche à analyser techniquement ce qui se passe. Alors maintenant,
ce qu'il faut, c'est vraiment prendre du champ lorsqu'on s'intéresse à ce qui se passe sur ce front ukrainien. Globalement, sur le front ukrainien, il y a une poussée sur tout le front des actions offensives russes. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont une opportunité et qu'ils sentent qu'en face, il y a une faiblesse qui est liée ou au manque de munitions, ou au manque de moyens, ou au manque d'effectifs, ils vont chercher à pousser leur avantage de manière à réaligner le front, comme je l'avais dit précédemment, hein, de manière à réduire tous ces saillants qui existent sur le front, de manière à créer des lignes de débouchés pour une probable et éventuelle offensive de printemps-été à l'issue des élections présidentielles en Russie. Donc, probablement, une offensive peut-être de portée opérative à l'issue des élections présidentielles en Russie. Alors, c'est là où on en revient à ce brouillard de la guerre qui est alimenté notamment par la désinformation et la propagande ou la communication des forces ukrainiennes et de l'Ukraine, mais qui est relayée bien souvent également par les services secrets britanniques qui font des communiqués, des services secrets qui font des communiqués en général, c'est 100% du mensonge ou alors de la vérité habillée. Alors, il y a eu cette rumeur de forces qui étaient prépositionnées vers Kupiansk et des forces importantes russes, hein, 40 000 soldats, 650 véhicules de combat, 500 chars, 430 systèmes d'artillerie et des systèmes de lance-roquettes multiples. Globalement, quand on voit la configuration du terrain vers Kupiansk, il y a une vraie difficulté pour les Russes, c'est traverser l'Oskol. Et surtout, les défenses ukrainiennes se trouvent de l'autre côté, donc le versant ouest de l'Oskol, sont en situation sur des positions en hauteur. Donc c'est une situation qui n'est pas très favorable aux attaquants, même s'ils ont la suprématie des feux. Donc je trouve assez peu plausible une offensive de fond et sur ce front-là, surtout que ce front a été renforcé suite aux décisions du général Syrski. Je pencherai plutôt, comme je l'ai dit souvent, vers une offensive dans la trouée de Zaporijjia, avec pour objectif Zaporijjia et peut-être ensuite une bifurcation vers Mykolaïev, en utilisant des réserves opératives russes qui, pour l'instant, n'ont jamais été engagées. Alors maintenant, toujours intéressant, hein, puisque il y a toujours cette ancienne qui ressort des plateaux télé, notamment des commentateurs, des experts qui s'expriment. Alors Didier François, moi je respecte le journaliste, puisque c'est quelqu'un qui a été otage. Il me semble pendant un an, il a été maintenu prisonnier de l'État islamique. Je trouve qu'il a une connaissance quand même qui est assez intéressante du milieu militaire et il a été également sur le front, sur des zones de guerre. Par contre, comme il a un abord qui est totalement pro-ukrainien et pro-otanien, il en revient toujours à ces lubies des vagues d'assaut de Moudjik qui montent à l'assaut des positions ukrainiennes. C'est complètement incohérent. Pourquoi? Parce que dans la mesure où vous avez une armée qui a la supériorité des feux, elle ne veut pas engager de manière inconsidérée ses ressources humaines si elle pense qu'elle les envoie à la mort. Ça n'a pas d'intérêt, surtout que c'est contre-productif vis-à-vis du soutien actuel globalement de la population russe pour cette guerre, et qui est lié au fait que les Russes, même s'ils ont des pertes, ils n'ont pas des pertes qui sont considérées comme insupportables par la société russe. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier, on va sortir un petit peu de ces grandes idées qui reposent sur des observations, mais qui sont peut-être surannées, c'est qu'à partir du moment où vous avez un attaquant en zone urbaine qui a la supériorité des feux, par exemple en prenant comme référence la bataille de Mossoul, qui est très bien décrite dans Ligne de front, le dernier Ligne de front qui est paru il y a quelques mois et qui est essentiellement d'ailleurs rédigé par notre camarade Sylvain Ferreira. Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'un attaquant a une supériorité des feux de 7 à 1, eh bien, l'adversaire, même s'il est en position défensive, il va avoir 7 pertes pour une perte de l'attaquant. On va retrouver cette proportionnalité. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce front qui est maintenant devenu très très mobile. C'est sur la bataille d'Avdiïka. Il est clair que les Russes, après avoir cherché à contourner et surtout encercler la ville par l'ouest et avoir subi des pertes énormes, c'était vers octobre, ils ont tenté un raid blindé
qui s'est mal déroulé parce que les Ukrainiens, à ce moment, avaient encore des munitions d'artillerie et les ont piégés en les canalisant et en détruisant la plupart des moyens, en neutralisant la plupart des troupes qui s'étaient engagées dans ce raid d'encerclement. Ils ont changé de procédé et maintenant, ils cherchent à sectionner, à diviser la ville avec cette flèche qui apparaît en rouge hein, pour atteindre l'axe logistique principal qui permet de recompléter et d'alimenter toutes les forces ukrainiennes qui se trouvent à l'intérieur de la ville. Donc on est vraiment sur cette volonté de couper la ville en deux, avec une action qui pourrait par la suite se dérouler comme suit, avec éventuellement deux pôles de résistance ukrainiens qui se trouveraient avec cette zone d'habitation, avec des immeubles de type, pas grande hauteur, mais de 8-10 étages. Et ensuite, bien sûr, plus à l'ouest et au nord, la fameuse coquerie qui sera très probablement le dernier pôle de résistance des Ukrainiens. Donc, il y a une vraie difficulté pour les Ukrainiens parce que lorsque cette route en jaune, qui est la route principale de recomplètement et d'alimentation des forces ukrainiennes qui se trouvent actuellement dans la ville, à peu près 10 000 hommes, on va considérer qu'il y a environ 10 000 hommes actuellement de forces ukrainiennes dans la ville, dans ce bastion, et puis environ 40 000 hommes de forces russes qui sont autour de la ville de manière à la saisir. Alors globalement, voilà les forces ukrainiennes qui se trouvent actuellement dans la ville. Comme je vous l'ai dit, environ 10 000 ou 15 000 hommes suivant les évaluations. Les positions des différentes brigades sont des brigades qui, sur le plan des effectifs et des moyens, sont très, très amenuisées. Certaines sont à 30 ou 40% de leur potentiel de départ. Alors, j'en reviens avec cette volonté des Russes de couper en jaune la ligne de ravitaillement des forces ukrainiennes, et actuellement, ils seraient à 500 mètres de cette ligne de ravitaillement. Ça veut dire qu'ils sont à portée, non seulement, bien sûr, d'artillerie, hein, pour bombarder cette ligne de ravitaillement, mais bien sûr également là de missiles anti-chars à 500 mètres. Vous êtes non seulement à portée de missiles anti-chars, mais même de lance-roquettes anti-chars. Alors, comment pourraient faire les Ukrainiens pour sortir leurs 10 000 hommes environ de ce mauvais pas? Ils vont très probablement être contraints de réaliser une contre-offensive qui pourrait s'attaquer à la pince nord, qui est matérialisée par le carré vert. Et est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Est-ce qu'ils ont la capacité à rassembler suffisamment d'hommes, de matériel et surtout de munitions d'artillerie pour réussir à entamer cette pince pour permettre, je pense qu'ils n'ont plus d'espoir de tenir Advika, mais au moins de permettre à leurs troupes qui se trouvent à l'intérieur de la ville de pouvoir s'exfiltrer en bon ordre avec les matériels, en évitant une exfiltration peut-être pédestre de nuit, dans le meilleur des cas, voire une capitulation. C'est à suivre et je pense que ça va être le premier enjeu et la première mission du général Syrski. Alors, quid après, éventuellement, je pense que dans quelques semaines, nous verrons plus clair, cette saisie de la ville d'Advitka par les forces russes. Si jamais les forces ukrainiennes, après avoir tenté de réduire la pince nord tenue par les forces russes, échouent, et que de ce fait, du fait de la différence de rapport de feu, ils aient des pertes énormes, il se pourrait que les forces russes puissent aller au-delà, et notamment aller au-delà de la deuxième ligne de défense qui est matérialisée ici en bleu, et peut-être être à même de la percer pour aller jusqu'à la ville, par exemple, de Potrovsk ou Konstantinovka. Donc, c'est à suivre. Alors, ça, c'est une évaluation qui est faite par un ex-officier de l'armée suédoise, un ex-officier d'infanterie de l'armée suédoise. Je suis son compte, c'est un compte qui est assez intéressant. Maintenant, je pense qu'il s'avance peut-être un peu sur cette perspective, sachant qu'il y a toujours cette difficulté de l'état des terrains et notamment de la praticabilité des terrains. Alors, concernant les centres de gravité, rien de changé. Concernant les rapports à l'œuvre, rien de changé. Toujours cette pression énorme sur les effectifs ukrainiens. Ne pas oublier que l'objectif à minima des Russes devrait être de reconquérir les oblasts qui ont été annexés. La suite des événements au plan stratégique, dès que
le terrain le permettra. Et après les élections présidentielles russes, ça serait bien sûr des offensives de grande ampleur d'un niveau opératif avec, à mon avis, alors bien sûr je peux me tromper, hein, un effort qui porterait sur Zaporizhzhia et peut-être ensuite sur Mykolaïev et peut-être éventuellement menacer Odessa. Donc je rappelle maintenant les enjeux stratégiques, hein, pour les deux belligérants. 2024 pour les Russes, c'est poursuivre la stratégie d'attrition de manière à être en mesure de conduire des offensives de niveau opératif au printemps et à l'été. Et bien sûr, pour les forces ukrainiennes, continuer cette stratégie indirecte, notamment sur la mer Noire, qui est plutôt opérante, hein, puisqu'elle gêne très clairement la flotte russe de mer Noire, et puis cette stratégie de frappe dans la profondeur russe avec des moyens qui sont quand même, on va dire, comptés, hein, je ne dirais pas dérisoires, mais qui sont comptés par rapport aux capacités, bien sûr, les capacités mises en œuvre par les Russes pour frapper le sol ukrainien. Donc voilà, j'en ai terminé. Tu as quelque chose à dire? Non, 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 c'est bon. Alors maintenant, on va arriver sur le grand moment de cette. D'abord, rappelons que un journaliste d'origine américaine, Gonzalo Lira, est mort dans les prisons ukrainiennes, notamment les prisons du SBU. Et ça, c'est une information que vous ne verrez jamais dans les grands médias nationaux parce que c'est une information qui est gênante. Alors, peu importe les conditions, je ne vais pas rentrer sur les circonstances, c'est un article qu'on peut aller chercher d'ailleurs sur la presse africaine francophone. En tout cas, c'est un exemple de la manière dont peut être traitée l'information par nos médias. Alors, Alors maintenant, j'ajoute une petite chose là-dessus, c'est que les médias aux États-Unis, attention, hein, pas, ça a été discret, mais en ont parlé. Le gouvernement américain s'est prononcé. Enfin, il n'a pas pris parti pour ou contre, mais il a présenté ses condoléances à la famille, etc. Hein, chez nous, rien. Rien. On a vraiment un système médiatique. Je parle pas de l'infosphère, je parle pas des réseaux, mais notre système médiatique, c'est blackout total. Mais je pense pas que ce soit une volonté de ne pas parler de Gonzalo Lira, mais ils sont tellement obtus et tellement enfermés dans leur petite bulle que voilà, ils doivent même pas penser qu'il y a des journalistes américains en Ukraine. C'est impossible. Non, non, c'est pas comme ça. Enfin voilà. alors, pour en revenir dans cette espèce de narratif et de panique qui, en fait, touche aussi bien certains responsables politiques européens, certains responsables militaires européens, notamment suédois, euh, et également les plateaux télé avec tous ces intervenants qui, il y a presque un an, imaginaient les forces ukrainiennes reprendre, bien sûr, le Donbass, les territoires tenus par les républiques autoproclamées, et surtout prendre pied et reconquérir la Crimée. C'est une telle déconfiture par rapport à tous leurs espoirs qu'on est en plein délire. Alors, les plus exaltés ou les plus dérangés, je ne sais pas comment on peut les qualifier, en sont arrivés à dire des énormités sur les plateaux, hein, et notamment sur le plateau de LCI avec M. Tenzer, hein, qui est un ancien officier des troupes de marine, hein. Il a fait son service militaire dans les troupes de marine et il me semble qu'il avait le grade de lieutenant à la fin de son service militaire. Et, Oui, et, enfin, il a fait les EOR probablement, hein, oui, oui. mais bon, à l'époque, je sais pas, vu l'âge qu'il a, ça devait être un an. Moi, je veux bien, hein, 2 mois de classe, les EOR, et puis bon, il sort, c'est normal, parce qu'après, il va être dans la réserve, ben, il sort lieutenant ou sous-lieutenant. Non, c'est un fanatique, c'est un fanatique. D'abord, il est payé par des officiers américaines. Il est payé, il est à Atlantic Council et d'autres encore, hein, et c'est un fanatique. Le problème, là, on a affaire à un dingo, oui, avec Non, sa mais, copine. oui, ouais. Moi, je sais pas si le son va passer, mais on va écouter un petit peu ce qu'il dit parce que c'est quand même assez révélateur. La question, encore une fois, c'est celle tu entends ou pas? De la Oui, libération. oui. Et pour cela, je pense que nous pouvons, comme je le pensais le 24 février, et en fait depuis 2014, je pense que nous avons tout à fait les moyens d'intervenir sans déclencher une troisième guerre mondiale, une guerre atomique. Et d'ailleurs, dans ce livre, j'essaye de montrer comment ce discours est totalement faux et a été finalement un instrument idéologique du Kremlin pour nous auto-dissuader. Donc concrètement, intervenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire être capable de frapper des troupes russes
ou bien sûr toutes les bases logistiques qui lui servent à mener la guerre, avec nos armes s'il le faut, et s'il le faut également nos soldats. Je ne plaide pas pour qu'il y ait des troupes au sol, je pense que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas du tout indispensable. Je ne suis pas pour une mobilisation générale des pays de l'Union européenne pour déclencher la guerre contre la Russie, non. Là, il s'agit précisément de la libération de l'Ukraine. La question, encore une fois, c'est celle. Donc voilà, je pense Non, que mais alors, ce tout, que je voulais tout est dit. dire, Hervé, ce que je voulais dire, c'est que non, mais attends, le gars, il dit, il faut qu'on déclare la guerre à la Russie. Il dit pas Ouais, autre chose, exactement, pas autre exactement. chose. Pauvre taré, pauvre taré. Mais le problème, moi, que Tenzer soit un dingo, hein, et qu'après la libération, on l'enverra repiquer le riz rouge en Camargue pendant 20 ans, hein, sans répulsif anti-moustique, parce que je pense que il est au service des États-Unis et il travaille à l'encontre des intérêts de son pays. Voilà, bon, déjà ça. Mais bon, très bien, on le connaît avec sa copine Ackerman et dans son desk Russie, mais il est invité en permanence sur les plateaux. Et là, Pujadas ne lui répond pas, ou je ne sais pas quel était le journaliste, pour lui dire, monsieur, vous êtes en train de dire qu'il faut qu'on déclare la guerre à la Russie, qu'on aille faire la guerre contre la Russie. Est-ce que vous savez que c'est une puissance nucléaire et probablement la première du monde aujourd'hui? Ça vous dit quelque chose, hein? Et pas un journaliste qui va bouger. On continue à les laisser s'exprimer. On invite des dingues et on les laisse parler. C'est un hôpital psychiatrique. Et quand je pense, alors bon, ça finit par mettre en colère que l'ARCOM ne dit rien, l'ARCOM ne bouge pas, les organes de contrôle ne disent rien. Euh, c'est quand même assez extraordinaire. Et je pense à LCI, justement. Moi, je m'interroge parce que on sait très bien qu'on l'appelle LCU, on sait très bien qu'LCI a été l'organe de la pire des informations, de la pire propagande, du pire mensonge, des pires fake news depuis le début de la guerre en Ukraine. En revanche, en ce qui concerne la guerre en Palestine, ils ont des positions qui sont plus mesurées. Il y a un certain nombre de gens qui étaient les pires menteurs sur l'Ukraine qui sont venus dire un certain nombre de choses. Hein, je pense à Ansel, je pense à Quatremer, sur le conflit en Palestine. Alors moi, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je vois? Je crois qu'à mon avis, sur l'Ukraine, Bouygues, qui est propriétaire de cette chaîne, hein, a des espoirs sur la reconstruction de l'Ukraine avec tous les autres groupes et tous les autres investisseurs qui se sont d'ores et déjà positionnés. Et puis le fonds d'investissement qui a récupéré je ne sais combien de milliers, de dizaines de milliers d'hectares de terres qui sont les meilleures terres du monde. Et puis, je pense qu'en ce qui concerne la Palestine, eh bien, M. Bouygues tient à ménager ses clients arabes parce qu'il coule beaucoup de béton dans ces régions-là. Donc, il est sur une position plus nuancée concernant la Palestine. Donc, ces gens-là, leurs patrons, parce que les journalistes sont des larbins, leurs patrons font du business avec le sang des hommes, ça ne les gêne pas du tout. Et donc, on invite M. Tenzer parce qu'on se positionne et on a une vision de la suite de l'Ukraine où on espère bien qu'on va pouvoir aller y faire des profits. Bon, évidemment, ça a été également repris par Caroline Galacteros Ah, sur X. D'ailleurs, je conseille de suivre sa chaîne Guerre épée, hein, sur Guerre épée ou Guerre épée, oui, sur YouTube. C'est une chaîne qu'elle a ouverte. Il y avait des petits problèmes de son au départ. J'ai l'impression que ça s'est amélioré. Bon, nous, on a connu ça également, hein, entre les oui. saturations hein. Donc voilà, donc c'est une chaîne à suivre. Euh, c'est intéressant. Bon, nous, on connaît son discours et ses analyses. Euh, je pense qu'elle gagnerait à inviter des personnes ou de manière à ce que ce soit moins un monologue en fait sur sa chaîne. Bon, on verra comment ça évolue. Alors maintenant, il y a cet entretien de Tucker Carlson avec le président Poutine qui fait plus que d'effrayer la chronique. Et j'ai commencé à le regarder, j'ai regardé la première heure. Alors, il y a une demi-heure de cours d'histoire par le président Poutine. Ensuite, je suis désolé, hein, les questions que pose Carlson ne sont pas du tout des questions complaisantes, hein, qui peuvent être d'ailleurs plutôt gênantes, certaines.
Hein. Après, bon, je pense que c'est un entretien à suivre et puis de le voir jusqu'à son terme, puisque ils ont rarement l'occasion, les Russes, de s'exprimer aussi longuement sur leur position et expliquer la situation et pourquoi on en est arrivé là. Donc, ça fait partie de l'information. Alors, évidemment, tout le monde Alors, est vent debout, hein, contre ça. Enfin, c'est pas tout le très monde. intéressant. C'est pas très intéressant. Il y a une bataille aux États-Unis, mais ça se fait sur fond de campagne présidentielle, ça c'est clair. Chez nous, c'est c'est le désastre. Euh, j'ai entendu le général Richoux qui avait été, comment dire, pertinent sur. Ah ben voilà, oui, c'est vrai. Donc, alors, moi, je voudrais faire une observation sur l'interview. Si on a écouté Poutine, moi, j'obéis à Emmanuel Todd. Non, je fais comme il le conseille. Mais j'écoute ce que disent les Russes, les Chinois aussi d'ailleurs, depuis longtemps. Ces discours, le discours du 22 février 2022, la fameuse conférence de presse de 4 heures il n'y a pas très longtemps, les transcriptions, etc. On ne peut pas être surpris, c'est-à-dire que ce qu'on entend dans cette conférence de presse, je ne veux pas dire que je le savais déjà, mais j'étais déjà informé de ce qu'étaient les positions russes parce que je fais ce travail de veille. Mais c'est bien que les gens aient ce condensé et cette synthèse, ça je pense que c'est une bonne chose. Moi, ce que je retiens de cette conférence, c'est la maîtrise de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, il défend une politique. Alors, on va appeler ça propagande, c'est pas très intéressant, mais il défend son point de vue. Il est en guerre quand même. Donc, voilà, c'est le personnage que nous avons en face de nous est quelqu'un de costaud et quelqu'un d'assez virtuose à certains moments. On le voit bien d'ailleurs. Carlson, à certains moments, il est un peu. On sent bien qu'il est séduit par certaines choses, hein, mais par la plasticité de Poutine. Mais quand on pense à la semaine qui vient de s'écouler pour ce malheureux Biden, alors je rappelle qu'il a dit qu'il avait parlé avec Mitterrand, qu'il a parlé avec Helmut Kohl, qu'on le voit et on l'entend bafouiller, que le Mexique était à la frontière d'Israël et de la bande de Gaza. Alors j'ai vu une vidéo, parce qu'on trouve tout sur les réseaux, où on voit un discours de Sisi qui a été récupéré avec une IA peut-être, et on l'entend parler en espagnol, c'est extraordinaire, et parler du Mexique. Et donc, c'est absolument désastreux. Euh, sur le plan juridique, judiciaire, euh, il y a eu une procédure qui a été confiée à un procureur spécial. Le procureur spécial, c'est un procureur qui est indépendant. Les parquets ne sont pas, comme en France, ne sont pas indépendants. Aux États-Unis, ils sont élus. Hein. Bon. Et ce sont les autorités de poursuite. Et donc, on a mis un procureur spécial. On se rappelle de celui dont le nom m'échappe maintenant, qui avait poursuivi Clinton pour son aventure avec Levinsky. Bon. Et donc, ce procureur spécial était chargé de euh, lancer une enquête et de poursuivre éventuellement Biden parce qu'on avait retrouvé dans son garage des documents top secrets qui avaient été détournés qu'il n'aurait pas dû posséder. Et comme on avait lancé une procédure à ce sujet pour ce qui avait été retrouvé au cours d'une perquisition chez Trump, on s'est dit, bah, il faut qu'on fasse pareil concernant Biden. Et le procureur a dit, je ne vais pas le poursuivre parce que c'est un vieil homme qui a perdu la mémoire. C'est-à-dire que sur le plan juridique et judiciaire, il dit, je ne vais pas le poursuivre parce qu'il est irresponsable. Pardon? Enfin, il est président des États-Unis. Il est toujours président des États-Unis. Hein. Les républicains ont beau raconter ce qu'ils veulent. Il n'y a pas un mécanisme qui puisse être mis en route. Il n'y a pas des autorités de ce pays qui disent, attendez, on a une formidable contradiction. On a la justice qui dit qu'il est sénile et qu'il est irresponsable. On ne peut pas lui reprocher d'avoir commis, ce sont des crimes fédéraux, hein, le détournement des documents dont il a été dépositaire du fait de ses responsabilités qu'il a gardées, c'était ses responsabilités de vice-président. Hein, et continuer à faire semblant, il est candidat.
il est candidat quand il vient raconter qu'il a vu Mitterrand et Helmut Kohl. C'est à l'occasion de discours électoraux. Donc, et en face, effectivement, on a, alors ça, bien sûr, les Trumpistes passent leur temps à le dire, on a un Poutine qui maîtrise parfaitement son affaire. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'information sur cette euh, chaîne X, hein, ouais, chaîne X ou compte X plutôt, Tribune Populaire, bah, tu connais le gars qui s'occupe de Oui, ça, oui, oui, hein. oui. Il a partagé une vidéo qui, encore une fois, montre que cette guerre, c'est une guerre Yes. civile où il y a un jeune chef de char de Bradley qui s'est retrouvé opposé en fait à son père. Et ils sont tous les deux, qui est chef de char côté russe, hein. Et donc, les deux se sont retrouvés opposés en combat et se sont même tirés dessus. Donc, encore un exemple qui montre que cette guerre est bien une guerre, une guerre civile, et ce qui est euh, rarement montré et puis expliqué, hein. Alors, maintenant, concernant cette fameuse interview de Tucker Carlson, eh bien, Google a décidé de la sortir de ses, comment dire, de la manière qu'on puisse la retrouver en faisant une recherche Google, Ah bon? puisqu'on était arrivé à 120 millions de vues. On doit être maintenant quasiment à 140 millions de vues, ce qui prouve qu'il y a un intérêt. Oui, Alors, tout c'est le le monde, moins qu'on puisse dire. oui, Alors, il y a également, ils doivent être à 30 ou 35 millions, je crois, sur YouTube, parce que ça a été publié en vidéo YouTube. Alors, ouais, peut-être qu'elle a d'accord. été supprimée depuis, je ne sais pas. Alors, Oui, Google a dit non, non, non. Google, il a dit on peut plus la retrouver. Non, mais c'est oui, incroyable. oui, en fait, en recherche Google, on ne peut plus la retrouver. Concernant la désinformation, évidemment, c'est la déconfiture de tous ces experts de plateau, plus ou moins économistes ou pas, qui sortent toujours les mêmes bêtises, notamment sur le niveau de PIB de l'économie russe qui était comparé à l'Espagne. Alors, toutes ces idées-là, en fait, n'ont pas aidé à comprendre la dimension de l'adversaire auquel était confronté, en fait, l'Occident, ce qui n'a pas aidé à prendre les mesures, éventuellement, pour le contrer ou le freiner. En tous les cas, c'est une vraie déconfiture et ça continue avec différents experts. Alors, c'est une petite note, c'est que alors c'est un site et un compte également X que je conseille de suivre, c'est un baron fou, toujours très très bon partage et très bon commentaire par rapport au partage qu'il fait. Donc maintenant, Raphaël Glucksmann, c'est le dernier des gaullistes. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, hein, surtout quand on connaît le parcours de Raphaël Glucksmann, Ouh là notamment là là là, rends pour l'argent, Warwick. Raphaël, rends l'argent que tu as volé aux Géorgiens. Et Hein, déjà, hein? qui a Donc, été marié à l'ex-ministre de l'Intérieur georgienne. qui a été aussi ministre de l'Intérieur ukrainienne et qu'on a Oui, arrêté à exactement. l'aéroport de Kiev parce qu'elle était enceinte, elle voulait accoucher en France avec 6 millions de dollars en espèces sur elle. Tiens, tiens, tiens. Hein? Et qui, Rends l'argent, et qui est le Raphaël compagnon Glucksmann. actuel de Et Léa lui, Salamé. Oui. et lui, il a été, il y a des, alors il y a des interviews qui ressortent où il dit, vous savez, moi, quand je suis aux États-Unis, je suis chez moi beaucoup plus que quand je vais en Picardie, par exemple. C'est là où il y a que des consanguins, hein. Et donc, non, mais Tu c'est dis une ça en un petite. mot ou en plusieurs? Oh, Bon. tout. Non, mais c'est une fripouille. C'est simplement une fripouille. Euh, il a été aux côtés de son père, qui fut le pire des staliniens, qui est devenu ensuite maoïste. Pour avoir été maoïste en France, moi, c'est ma jeunesse, ça. Hein. Ouais. Et ensuite, il est devenu néoconservateur. Il a conduit une délégation pour aller voir Chirac, qui les a reçus, était bien gentil, hein, pour l'inciter à intervenir en Irak en 2003. Et il était à la manœuvre, là. C'est un agent américain. Je suis désolé. Donc, et les socialistes, alors là, ils ont voté, les militants, Alors, pour avoir Glucksmann tête de liste. petite information quand même sur la liste aux européennes du Parti socialiste. Le premier ouvrier, je dis bien le premier ouvrier, on le retrouve à la 41e place. Donc c'est un parti qui a un parti mais qui n'a plus rien de socialiste. C'est avéré. Oh, ben, ça fait un moment, mais bon. Ben là maintenant, Non, c'est mais prouvé. ils prennent un militant agent appointé
néoconservateur comme tête de liste. Il faut quand même le faire. Or, vous me direz, il y a notre ami François Hollande, que toute la gauche a élu en 2012, pas moi, hein, qui dit que Biden est le meilleur président de l'histoire des États-Unis qui continue à défendre les positions néocons les pires. Bon, tout ça, c'est un naufrage. Malheureusement, il n'y a pas que. Alors, bon, le général Trinquant, qui a quand même rappelé, il y a toujours des choses intéressantes, hein, même sur les plateaux de LCI, même si je les critique souvent, et toi aussi, il y a quand même des faits hein, qui ressortent, notamment sur... En fait, la vraie question actuellement, c'est pas tellement l'issue de la guerre maintenant, parce qu'on voit que l'issue de la guerre, on va dire, en l'état des forces, c'est plutôt mal emmanché pour les Ukrainiens, mais c'est quel est le projet ukrainien, quel est le projet de la société ukrainienne post-guerre. Et ça, c'est ça la vraie difficulté. Avec cette baisse de la natalité, cette fuite des populations à l'extérieur de l'Ukraine, c'est ça. Et c'est comme ça que l'on devrait réfléchir, en fait, déjà l'issue de ce conflit, quelle que soit l'issue, mais il est peu probable que les Russes abandonnent ne serait-ce que la Crimée et puis les parties de territoire qu'ils ont déjà conquises. Et il n'est pas impossible que les Hongrois s'intéressent à la partie hongroise, les Polonais à la Galicie. Alors, Trinquant, c'est celui qui dit que de toute façon, je martèle, la Russie a perdu la guerre. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils avaient décidé d'envahir et d'occuper toute l'Ukraine et ils n'y sont pas arrivés. C'est ça, hein, tu connais mieux que ce que Poutine, Gerasimov et Shoigu ont dans la tête, mais il l'a dit et répété à plusieurs reprises. Mais je ne sais pas comment ça se passe entre les émissions avec ces experts qui disent tout et n'importe quoi. Alors à ce sujet, j'ai été très déçu pendant la semaine. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai demandé que non, je plaisante, sur l'adresse email, celle par laquelle, par exemple, on demande euh, à être dans la liste de diffusion des PDF de notre cher Hervé, c'est que je voulais qu'on m'envoie des captures d'écran, les bouses, c'est-à-dire que ceux qui savent le faire, moi je ne sais pas le faire, et puis j'ai malheureusement pas le temps, de toutes les âneries qui ont été proférées au fur et à mesure, et les changements. J'en ai vu passer un cette semaine, mais j'ai oublié. Tant pis, on va pas perdre de temps. Je sais plus ce que c'était. Quelqu'un qui avait. Ah, c'était Renaud Pila. Renaud Pila. Il dit, ouais, il y a 6 mois, il dit, tous ces gens qui critiquent Biden et tout, c'est un merveilleux président. Puis là, il dit, non, non, c'est plus possible. Hein. Il faut pas Non, qu'il mais soit candidat, il faut le c'est débrancher. c'est le plateau d'Éric Brunet. De toute façon, le plateau d'Éric Brunet, c'est le Muppet Show. Hein. Quand tu le regardes, c'est pas vraiment pour avoir de l'information. Oui, c'est de la bouffonnerie. Hein. Je sais même pas s'ils préparent tous l'émission, tu vois. L'idée, c'est de sortir des grandes idées qui vont faire le buzz, que ce soit le général Richoux la dernière fois. Enfin, bon. Ils sont payés de toute façon pour ça, donc à la limite, hein, ils viennent cachetonner, et puis ça Oui, dit. c'est pas possible, Richou. Oui, c'est pas possible. Hein. Ils ont bien travaillé, ils font une bonne propagande, hein, les Russes. Il faut riposter, il faut envoyer des fake news en Afrique. Non, mais putain, c'est pas vrai, quoi. C'est pas possible. Il faut envoyer des fake news en Afrique. C'est tout ce que tu Alors, as trouvé. toujours pareil, Caroline Galacteros sur son compte X tacle notre chère Isabelle Lasserre. Alors elle, c'est pareil, hein, elle est complètement décontenancée par ce qui se passe. C'est vraiment la grande déstabilisation de ceux qui imaginaient il y a un an la reconquête des territoires occupés par les Russes et en plus de la Crimée. Moi, je suis quand même décontenancé, et ce sont des gens qui ont vécu en Russie. Isabelle Lasserre a vécu en Russie. Nicolas Tinzer est enseignant en Russie. Alors, je ne sais pas s'il a vécu en Russie. Moi, je suis quand même assez décontenancé quand même de ces gens qui ont été hébergés par un pays, qui ont vécu là-bas et qui ont été certainement grassement payés par les agences qui les payent pour ça, puisque lorsqu'on est expatrié, en général, on est quand même mieux payé que lorsqu'on est sur le sol national. Je suis quand même étonné de toutes ces prises de position qui sont un peu, comment dire, déplacées. Et puis, c'est ce que disait Talleyrand, hein, tout ce qui est exagéré est insignifiant. On est là-dessus. Hein. Ah, attends, pourquoi est-ce que j'ai. Tu as enlevé le. Non? Non, mais Non. pourquoi moi tout d'un coup j'ai ça, moi? C'est Parce bizarre. que tu es puni. Mais non, mais attends, enregistré, oui, d'accord. Et attends, pourquoi est-ce que je n'ai plus.
Ah ben voilà. Non, je ne sais pas pourquoi c'était parti. Voilà, je suis revenu, c'est bon. Petite observation concernant, ce que tu viens de dire. J'en discutais avec Olivier Berruyer, qui est un ami, on parlait de ça et il disait: «Mais ne te trompe pas, ils sont sincères». C'est-à-dire que, quelquefois on se dit: «Bon, c'est tellement énorme», ils n'hésitent pas, à se contredire d'un mois sur l'autre. Non, non, ne te trompe pas, ils sont sincères. Donc maintenant, si on s'intéresse à cette journaliste Laurence M, qui connaît très très bien les États-Unis et notamment les démocrates aux États-Unis, le Parti démocrate, elle s'est insurgée contre les attaques dont fait l'objet Tucker Carlson. Hein, puisque je pense que c'est une femme qui est sincère et qui est très attachée à la liberté de la presse et à la liberté d'opinion, ce qui est normalement une tradition aux États-Unis. Mais ce qu'elle dit, ça témoigne de ce que beaucoup ressentent. Moi, je m'y intéresse beaucoup, j'y vais grâce à Internet, hein, je vais voir un petit peu ce qui se passe, je vois des vidéos, je lis des articles. C'est une guerre civile culturelle, incontestablement, hein, c'est violent. C'est violent. Alors, ça n'a pas débordé, mais ce qui s'est passé au Texas, ça a pas basculé dans la violence physique ou la violence armée, mais vu que il y a plus d'armes en circulation qu'il y a de citoyens. Hein. Il y a 330 millions de citoyens, 350 millions d'armes. Et donc, mais c'est quand même terrible. C'est la raison pour laquelle, je ne sais plus qu'est-ce qu'il me disait. Voilà. Il n'y a pas de raison d'être inquiet parce que lorsqu'il y a des oppositions comme ça, mais qu'il y a un débouché électoral, ça ne déclenche pas d'affrontement. Là, Trump est parti avec, il gagne les États les uns derrière les autres, les sondages sont bons pour lui, l'autre est totalement sénile, il est parti pour l'emporter. Je lui ai dit, mais attention, c'est que si jamais c'est Biden qui est élu, euh, les autres ne l'accepteront pas et réciproquement. C'est-à-dire que du côté démocrate, c'est la terreur que Trump revienne. Surtout qu'il leur a dit, hein, il a des comptes à régler et il va en envoyer certains au trou. Il a dit qu'il le ferait. Donc, moi, c'est un constat, mais ça ne me surprend pas. Hein. Alors maintenant, pour revenir, je conseille à tout le monde de regarder le dernier bulletin de Xavier Moreau. Bon, il y a des moments, ça faisait un moment que je n'avais pas partagé parce que il a toujours ses a priori idéologiques, on va dire. Ah, Mais là, je trouve que son dernier bulletin est très, très, très bon. C'est un très, très bon bulletin avec toujours son côté un peu provoquant, ainsi de suite, mais c'est toujours sourcé, il y a toujours de l'information, il y a de l'analyse. Et je trouve que c'est un de ses meilleurs bulletins, sachant que je les ai quasiment tous regardés, voire peut-être même le meilleur d'ailleurs. Et bien sûr, on va terminer par cette fameuse interview du président Poutine par le journaliste, l'ex-grand journaliste de la chaîne Fox News de mémoire. Et c'est une interview que l'on peut voir également traduite, hein, notamment qui a été partagée par le compte du dialogue franco-russe sur X. Voilà. alors, Voilà. attention, sur cette traduction, Oui, il y c'est ça. a une traduction en anglais Oui. et ensuite il y a des sous-titres à partir de Et la traduction en anglais, de C'est la ça, voix off. exactement, Voilà, exactement, c'est c'est ça. ça. Alors, la traduction, c'est une traduction automatique. Parfois, il faut un petit peu adapter ce que l'on voit en termes de sous-titres, mais ça permet aux non-anglophones de suivre ce qui se dit. Donc, c'est quand même intéressant. Et oui, oui. Je suis à peu près à 1 heure de suivi, moi, de l'interview. Alors, évidemment, ça me permet également de décrypter tout ce qui a été dit sur l'interview, hein, de voir dans quelle mesure c'est recevable ou pas. Voilà, ben, écoute, moi j'en ai terminé. Je vais arrêter le partage. Voilà. Hop. Bon, j'avais suspendu l'enregistrement et je me suis fait engueuler par Hervé qui me dit, mais tu n'as pas dit au revoir. Je ne vous ai pas Ouais. salué. Donc, on revient. Je n'ai pas encore lancé l'enregistrement. Enfin, je ne sais pas très bien comment on appelle ça.
sur Zoom. Bien, eh bien, écoutez, merci de votre attention. Merci encore à Hervé pour le super boulot qu'il fait. Je me répète, abonnez-vous à son compte Twitter et ceux qui le veulent, je peux vous envoyer le PDF. Et puis, ceux qui ont un petit peu de temps, s'ils veulent bien m'envoyer des captures d'écran montrant un petit peu comment un certain nombre de nos experts de plateau se sont lourdement trompés. Voilà, ce serait une bonne chose puisque nous avons dit que ce sera à la fin de la foire qu'on Oui, comptera les bouses. oui, il y a un compte X qui comptabilise entre guillemets les bouses, c'est Dictature de la réalité. Ah, je ne connais pas, ben, je vais aller voir. Voilà. Je vais aller voir. Bon, eh bien, salut Hervé. Allez, salut.